Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une démonstration de nos solutions, Search Inform Risk Monitor, Search Inform File Auditor et Decap. Vous pouvez maintenant voir notre serveur avec les consoles installées. Pour ces solutions, nous utilisons exactement les mêmes consoles. Lorsque nous commençons à utiliser Decap, Risk Monitor ou DLP, nous commençons généralement par Endpoint Controller. Cette console nous permet de définir le type d'interception disponible, ainsi que les éléments à intercepter ou à exclure. Nous pouvons également spécifier les actions bloquées pour nos utilisateurs. Nos solutions sont principalement basées sur des agents, mais nous proposons des variantes d'intégration. Par exemple, nous pouvons configurer l'intégration avec un serveur de messagerie afin de recevoir directement les emails de ce dernier. Cependant, la plus grande quantité d'informations provient de l'agent. C'est pourquoi nous allons principalement parler de ces modules aujourd'hui. Nous pouvons installer des agents sur Windows, Linux et Mac. Les agents peuvent être installés à distance via Endpoint Controller, via le réseau local. Ils peuvent également être installés manuellement via un package d'installation créé depuis cette console. Après ou pendant l'installation de l'agent, nous spécifions également les types de canaux, ou modules d'interception, que nous souhaitons installer sur chaque machine. Nous allons maintenant aborder rapidement chaque module d'interception et discuter de ses fonctionnalités. Je tiens à préciser que certains de ces modules ne sont disponibles que si nous disposons du module DCAP. Nous utilisons ici le même agent pour toutes les solutions, DLP, Risk Monitor et DCAP. Le nombre de canaux disponibles varie selon la solution utilisée. Les deuxième et troisième options concernent DCAP. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, nous allons principalement parler de Risk Monitor et de la solution DLP. Commençons par le premier, avec IAM Controller. Il s'agit des conversations, des appels et des fichiers envoyés via ces messages, y compris les versions bureau et web. Voici quelques exemples de messages que nous pouvons intercepter. Il s'agit de messages paramétrés, mais nous pouvons en intercepter davantage. Le suivant est FTP Controller. Il permet d'intercepter les documents envoyés vers un serveur FTP ou FTPS, ou les documents téléchargés depuis celui-ci. Vient ensuite l'interception des emails. Ici, nous pouvons intercepter à la fois les emails d'entreprise et les emails web. Si nous passons à une autre console, un autre onglet, nous pouvons vérifier les protocoles que nous pouvons intercepter. Comme vous pouvez le voir, les protocoles de messagerie tels que SMTP, POP3 et le courrier web sont également interceptés. L'option suivante est le Print Controller. Ce contrôleur nous permet de voir tous les documents envoyés à l'imprimante, qu'il s'agisse d'une imprimante locale ou connectée via le réseau. Ici, tous les documents, avec le nombre de copies réalisées et les pages imprimées, sont disponibles. Ensuite, nous avons le contrôleur HTTP. Ce module nous permet de voir les requêtes GET et POST que nos utilisateurs envoient au protocole HTTP et FTPS. Généralement, nous utilisons ce module pour vérifier le type d'informations envoyées sur Internet. Les identifiants et mots de passe, les commentaires, les requêtes de recherche sur les sites web et les documents envoyés par les utilisateurs sont généralement interceptés via ce module. Ensuite, nous avons le contrôleur de surveillance. Cette option permet de réaliser des captures d'écran de l'ordinateur de l'utilisateur. J'aimerais ici m'attarder sur les paramètres du module,
car ils peuvent s'avérer très utiles. En fait, nous avons des paramètres pour presque tous les modules. Nous pouvons donc spécifier ce que nous souhaitons exclure de l'interception, ou la qualité de notre interception. La plupart des modules proposent de tels paramètres, mais je ne souhaite m'intéresser qu'à certains d'entre eux, y compris le contrôleur de messagerie. Ainsi, dans les paramètres du contrôleur de surveillance, nous pouvons spécifier la raison de notre capture d'écran. Par défaut, nous avons plusieurs raisons. Par exemple, l'intervalle. Lorsque l'utilisateur ne change pas de fenêtre active, nous réalisons également une capture d'écran supplémentaire lorsque l'utilisateur change de fenêtre active. Par ailleurs, lorsqu'il imprime quelque chose, nous réalisons également une capture d'écran supplémentaire. Comme vous pouvez le constater, il est également possible de spécifier des raisons supplémentaires. Par exemple, lorsqu'un utilisateur ouvre une application ou un site web spécifique, nous pouvons également définir des paramètres individuels et un intervalle personnalisé pour cette application. Ainsi, grâce à « Modifier », nous pouvons simplement ajouter une application et définir son propre intervalle pour les captures d'écran. Il est également possible de spécifier. Là encore, nous le faisons généralement selon des conditions spécifiques, par exemple en fonction du site web ou du processus. Lorsque l'utilisateur ouvre un site web ou un processus spécifique, nous enregistrons la vidéo. Pour les vidéos et les captures d'écran, nous pouvons également spécifier la qualité. Par défaut, par exemple, c'est en niveau de gris. Nous le faisons pour économiser de l'espace de stockage. De plus, la taille n'est pas la même. Là encore, pour des raisons d'analyse, c'est généralement suffisant, mais cela réduit considérablement la taille de nos bases de données. C'est pourquoi nous le faisons généralement. Mais comme vous pouvez le constater, tous ces paramètres peuvent être définis par des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs spécifiques. Si vous avez des groupes à risque, vous pouvez les spécifier ici et effectuer des captures d'écran plus fréquemment. Par exemple, pour tous les autres utilisateurs. Dans le contrôleur de moniteur, nous pouvons également nous connecter en temps réel via ce port spécifié via un réseau local. Nous pouvons ainsi nous connecter à l'ordinateur de l'utilisateur et voir en ligne ce qui se passe sur son moniteur, ainsi que les marquages disponibles. Les informations spécifiées ici s'affichent sur le moniteur de l'utilisateur. Elles peuvent être visibles pour l'utilisateur ou non, selon l'opacité. De plus, ces filigranes ne peuvent être affichées que dans certaines applications spécifiques. Voici quelques exemples de paramètres détaillés disponibles avec le contrôleur de moniteur. Passons maintenant au contrôleur de caméra, qui nous permet de prendre une capture d'écran depuis la webcam, selon différentes raisons. Nous passons maintenant au contrôleur de périphérique. Ce dernier intercepte un large éventail de périphériques externes. Dans les paramètres du contrôleur de périphérique, nous pouvons les visualiser. Comme vous pouvez le constater, nous travaillons non seulement avec les périphériques de stockage USB, mais aussi avec les téléphones, par exemple lorsqu'ils se connectent à l'ordinateur via un agent ou à d'autres types de périphériques, comme un lecteur CD-DVD, une imprimante. La connexion RDP peut également être configurée ici. Généralement, lorsqu'on parle du contrôleur de périphérique, on commence par l'interception. Nous pouvons créer une copie fantôme des documents envoyés à l'appareil. Nous pouvons également effectuer un audit de toutes les opérations effectuées sur les fichiers de ce type de périphérique ou sur le périphérique lui-même, qu'il soit connecté ou déconnecté. Ainsi, je peux activer ou désactiver la copie fantôme assez facilement. Si je dois faire de même pour un autre type de périphérique, par exemple, j'aimerais également afficher le presse-papier dans le contrôle RDP.
Je peux également activer le cliché instantané. Le contrôleur de périphérique nous permet également de voir les documents déjà présents sur l'ordinateur de l'utilisateur. Pour ce faire, nous utilisons l'option cliché instantané. Nous spécifions un périphérique qui nous intéresse, par exemple un téléphone ou une clé USB. La prochaine fois que l'utilisateur connectera ce périphérique à l'ordinateur avec l'agent, nous copierons tous les documents déjà présents, soit tous, soit en fonction d'une liste d'extensions de documents spécifiée ici. D'autres onglets nous permettent d'interdire certaines actions sur les fichiers. Nous y reviendrons plus tard. En ce qui concerne l'interception, nous utilisons principalement le cliché instantané et l'audit des opérations sur les fichiers du périphérique externe. Ensuite, nous avons le contrôleur de microphone. Le microphone permet d'effectuer un enregistrement, selon une programmation précise, par exemple. Il est également possible d'en définir la qualité. Je tiens à préciser que les enregistrements dans des messageries instantanées ou des appels dans des messageries comme Zoom, par exemple, seront interceptés par le contrôle IAM. Ensuite, il y a l'enregistreur de frappe. L'enregistreur de frappe permet d'intercepter les copier-coller depuis le presse-papier, ainsi que les frappes au clavier. Ensuite, le contrôleur de programme enregistre les activités des applications et des sites web, avec des informations détaillées sur la durée d'activité de l'utilisateur, les déplacements de la souris ou la saisie au clavier, ainsi que les sous-titres Windows utilisés. Enfin, le cloud permet d'intercepter les documents envoyés vers le cloud et les documents téléchargés depuis celui-ci. Nous disposons d'une large gamme de clouds pris en charge. Voici les fonctionnalités d'interception intégrées à notre solution de surveillance des risques. De plus, nous pouvons bloquer certaines activités des utilisateurs. Nous en avons déjà parlé dans le cadre du contrôle des appareils. Revenons maintenant à ce module et examinons rapidement certaines fonctionnalités. En général, lorsqu'on parle de blocage, on distingue deux types, les blocages globaux qui permettent de bloquer complètement l'utilisation d'un canal, d'une application, d'un site web ou d'un appareil. Nous avons également des blocages de contenu. Dans les paramètres de l'appareil, nous les avons tous. Ainsi, si nécessaire, je peux accéder à n'importe quel type d'app, soit pour tous, comme ici, soit pour certains utilisateurs, groupes d'utilisateurs, ordinateurs, voire appareils spécifiques en fonction de leur numéro de série ou de leur nom. Voici un exemple de blocage de contenu, ou plutôt de blocage global. Nous pouvons également définir un blocage de contenu ici, au niveau de l'appareil. Créons une nouvelle règle. Pour bloquer le contenu, nous spécifions des conditions de recherche, par exemple du texte ou l'attribut d'un fichier à bloquer. Je peux donc spécifier des mots-clés, par exemple, secret, et laisser les choses telles quelles, ou ajouter une autre condition, par exemple des données personnelles à l'aide d'une expression régulière. Nous pouvons également bloquer avec cette condition. En combinant ces conditions, nous pouvons créer des requêtes complexes pour bloquer et interdire non pas l'utilisation de la clé USB en général, mais l'envoi de fichiers spécifiques. À gauche, dans l'arborescence, nous avons également des blocages supplémentaires disponibles pour d'autres modules.
Ils sont également disponibles pour les blocages globaux ou de contenu. Vous pouvez les identifier par leur nom. Par exemple, nous avons des blocages globaux pour les... Ici, je peux bloquer l'ouverture de certains sites web en général. Si nous utilisons une règle déjà existante, je bloque LinkedIn. Il suffit donc de la spécifier avec un astérisque, refuser, et cette règle peut s'appliquer à tous les utilisateurs, à des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs ou des ordinateurs spécifiques. Le même exemple concerne le blocage de processus. Comme vous pouvez le constater, nous bloquons déjà l'outil capture d'écran. C'est ainsi que nous avons ensuite un blocage quantique. Les conditions sont similaires à celles du contrôleur de périphérique. Nous pouvons les appliquer, par exemple, pendant l'impression. Si nous appliquons une règle existante, nous constatons qu'elle est refusée. Dans la condition de recherche, nous voyons la requête complexe, qui consiste à combiner plusieurs recherches textuelles, comme vous pouvez le voir ici, avec quelques exclusions. Grâce à ce système, nous bloquerons l'impression de certaines données. Nous pouvons faire de même pour les messageries. Voici la liste des messageries auxquelles nous pouvons appliquer ces blocages. Nous pouvons spécifier les mêmes critères de recherche. Il peut s'agir de mots-clés, d'un dictionnaire de recherche de contenu similaire, ou encore d'un mot-clé dans le texte. Il peut s'agir d'une expression régulière. Il s'agit de données personnelles trouvées. Nous disposons d'une liste prédéfinie d'expressions régulières que nous pouvons utiliser. Nous pouvons également contribuer à la création de nouvelles expressions régulières. Il peut également s'agir d'attributs de fichiers. Le nom ou l'extension du fichier, sa taille, ses métadonnées et la protection du document peuvent également être des causes de blocage. Une fois ces paramètres définis, nous pouvons passer à l'analyse. Pour l'analyse, nous disposons de deux consoles. L'une d'elles, l'autre centre, est dédiée à la recherche automatique. La console d'analyse, quant à elle, est principalement utilisée pour les investigations. Nous commençons donc généralement notre travail d'analyse par l'autre centre. C'est la base de l'analyse, cette console nous permet de vérifier automatiquement certaines politiques et requêtes de recherche. Lors de l'installation du système, nous disposons d'une liste de requêtes de recherche prédéfinies, appelées politiques de sécurité. Chacune de ces politiques de sécurité contient plusieurs requêtes de recherche. Lors de la définition de notre politique de sécurité, nous spécifions les éléments à rechercher. Il peut s'agir de mots-clés, d'attributs ou d'une combinaison des deux. Par exemple, nous avons un numéro de carte bancaire. Nous effectuons une recherche simple avec un seul critère, une expression régulière, une formule permettant de trouver n'importe quel numéro de carte bancaire. Lors de la création de notre politique, nous spécifions également les canaux d'interception à utiliser. Comme vous pouvez le constater, nous vérifions l'ensemble des données, email, messagerie, appareil, cloud et tous les modules. L'important est de pouvoir planifier la fréquence de vérification. Par exemple, dans mon cas, nous la vérifions quotidiennement à 18 heures. Mais la fréquence peut varier, par exemple toutes les 20 minutes ou toutes les demi-heures, selon la tâche. Enfin, pour les autres centres, nous pouvons également spécifier des notifications par email pour les nouveaux incidents liés à cette politique. Pour l'instant, nous n'avons pas de destinataire, mais je peux facilement les ajouter ici et spécifier l'apparence de ces notifications, l'objet, le type d'information à inclure, etc.
Nous disposons généralement d'une liste prédéfinie de ces politiques de sécurité. Il est possible de les modifier ou d'en créer de nouvelles. En tant que support technique, nous intervenons généralement sur ces politiques. Nous pourrons ainsi voir les incidents. Par exemple, avec notre numéro de carte bancaire, nous avons quelques incidents. L'un d'eux, par exemple, dans Messenger, nous permet de voir Skype et la copie fantôme de la conversation. Nous pourrons ainsi voir comment nos utilisateurs communiquent entre eux et les conditions et données recherchées seront mises en évidence dans le document. Voici mon numéro de carte bancaire. Parfois, il suffit de signaler un incident ici ou par email. Mais bien souvent, nous devons mener une enquête. Nous pouvons donc consulter des données supplémentaires sur le contenu de l'incident. Nous pouvons effectuer l'enquête dans une autre console, une console analytique. Grâce à ce lien IPA, nous pouvons accéder à la section « Si » et consulter des détails. Voici notre incident disponible dans la console d'analyse. Comme il s'agit d'une conversation, je dois probablement vérifier s'il existe d'autres conversations entre ces deux adresses. L'outil historique des correspondances est très simple à utiliser. En cliquant dessus, nous spécifions la période qui nous intéresse. Dans notre cas, nous laissons ce champ vide. Ainsi, le système affichera toutes les conversations, y compris certains documents envoyés par cet expéditeur et ce destinataire. Je peux toutes les consulter et lire toutes les conversations. Nous pouvons également voir les pièces jointes. Par exemple, voici une offre commerciale. Voici comment cela se présente. Une autre partie de l'enquête consiste à vérifier le partage de documents. Je vois ici l'offre commerciale. J'aimerais savoir si ce document a été partagé ailleurs. Je peux effectuer une recherche par nom de document, par exemple, ou par mots-clés. J'aimerais également consulter ce document via la racine du contenu. Cette option permet de rechercher par hachage de fichiers. Au début, le hachage du fichier apparaît en haut à gauche. Son système me permet de savoir comment ce document a été envoyé. Comme nous recherchons le hachage du fichier, cela signifie que ce document n'a pas été modifié. Sans aucune modification, il n'a été envoyé qu'une seule fois via Skype, comme nous l'avons vu. De la même manière, nous pouvons vérifier n'importe quel document provenant de l'interception trouvée, ou même depuis l'ordinateur sur lequel la console d'analyse est installée. Nous pouvons accéder à l'explorateur de fichiers et choisir un document. Comme vous pouvez le voir, j'ai une autre offre commerciale, la même paire d'historique. Vérifions-la également. Le hachage du fichier est différent, car ce document a subi quelques modifications. Nous pouvons donc également créer une racine à partir de ce document. Cette variante du document que nous avons choisi a été envoyée plusieurs fois par webmail. L'expéditeur et le destinataire sont visibles ici. Le document a été envoyé sur une clé USB. Pour plus d'informations, je peux accéder au menu Contact et rechercher le document par identifiant. Le système affichera plus d'informations sur l'envoi. Alors voici. Voici mon document. Je peux voir l'utilisateur, l'ordinateur, le document lui-même, son nom, le nom de fichier et aussi les informations d'identification de l'appareil. À quel appareil ce document a été envoyé? C'est généralement ainsi que nous spécifions et comment nous allons avec l'interception. Ce qui est nécessaire, nous pouvons également prouver ou obtenir plus d'informations sur l'incident à l'aide de captures d'écran dans Moniteur. Par exemple,
nous avons ici notre offre commerciale envoyée via Skype, et si nous entrons dans l'option d'interception, je peux choisir le contrôleur de surveillance et voir toutes les captures d'écran de cet incident pour prouver que ce document a été envoyé en effet. Allez à l'option Géo, un nouvel onglet sera ouvert et des captures d'écran seront disponibles pour nous. Nous pouvons double-cliquer et voir comment ce document a été envoyé dans Skype. Pour en revenir à un autre centre, de la même manière que nous pouvons travailler avec d'autres tâches, en les faisant des politiques de sécurité et en leur vérifiant un moyen automatique. Il peut être recherché par certains mots-clés dans les conversations ou dans les documents ou autres attributs. Par exemple, nous avons ici une discussion sur l'offre commerciale. Nous pouvons voir la discussion avec nos mots-clés en surbrillance. L'activité sur les sites web et les processus peut également être une raison de la politique de sécurité, où nous pouvons vérifier l'audit de blocage. Nous avons donc déjà des blocages réglés sur notre contrôleur de points de terminaison. Et ici, nous pouvons voir si nos utilisateurs essaient de faire quelque chose qui est bloqué ou non. Ici, nous pouvons voir quand l'activité s'est produite, un utilisateur, un document informatique que nos utilisateurs essaient d'envoyer. Et voici notre motif de bloc, nous avons notre nom de règle. C'est donc généralement ainsi que notre analytique se déroule. Nous utilisons soit des politiques prédéfinies dans un autre centre, soit nous créons les nôtres afin de vérifier régulièrement certaines tâches. Et si nécessaire, effectuer une enquête dans la console analytique. De plus, pour résumer les informations que nous avons, nous pouvons utiliser des rapports. Je vais vous montrer des exemples de rapports dans VEP Analytics, car il est également possible de travailler avec les données du navigateur. Mais nous avons également des rapports disponibles dans les consoles. Mais nous passerons à VEP Analytics. Et ici, nous avons une liste de rapports et, en général, d'autres consoles centrales et analytiques disponibles ici également. Donc, si nous parlons de rapports, nous les avons basés sur différentes informations. Par exemple, nous pouvons vérifier les relations, construire un tableau de relations de nos utilisateurs, comment ils parlent quelque part à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de celui-ci. Alors permettez-moi de spécifier un utilisateur ici. Et nous renforcerons le rapport en fonction de l'année en cours. Ici, nous pouvons voir comment nos utilisateurs parlent à quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Ce sont des utilisateurs verts et pour quelqu'un en dehors de l'entreprise, qui sont violets. Ici, nous pouvons voir les contacts et par couleur du contact, par couleur de la ligne entre les contacts, nous pouvons savoir combien d'incidents ils ont. Le vert est donc moins d'incidents. La couleur rouge signifie une plus grande quantité d'incidents. Et si nécessaire, nous pouvons également, à partir de ce rapport, aller à la console analytique et voir la conversation elle-même. Nous travaillerons surtout avec des rapports via le contrôleur de programme. Le contrôleur de programme nous permet de voir comment les utilisateurs fonctionnent, pendant combien de temps il est actif, s'il est productif ou non, etc. Nous pouvons donc ici voir des données simples. Par exemple, vérifions le mois en cours et nous postulerons. Par simple, je veux dire les informations sur les arrivées, les départs et pendant la durée de l'utilisateur. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons donc l'arrivée, le départ, la durée, le temps et l'heure active lorsque l'utilisateur déplace la souris ou tape quelque chose sur le clavier. Et nous pouvons aller plus loin et voir la productivité des utilisateurs, par exemple, ou à quel point il est efficace. Nous allons donc construire le même mois en cours et nous le verrons comme ça.
Donc, ici, sur la base de notre utilisateur, nous construisons un tel tableau où nous pouvons revoir des informations sur les arrivées, les départs, donc le début du travail et du travail, pendant la durée de l'utilisateur ici et pendant la durée de sa session. Donc, mon utilisateur, par exemple, actif ici pendant 13 minutes seulement, donc pas très. Et nous pouvons également vérifier la productivité des utilisateurs. Donc, pendant ces 13 minutes, ce que mon utilisateur a fait exactement. Nous pouvons donc voir que sa productivité n'est pas très bonne. Nous avons donc neutre, nous avons des applications productives et identifiées. Et ici en bas, il y aura des informations plus en détail. Il y aura donc des groupes que mon utilisateur visitera. Nous avons des jeux, nous avons des supports de streaming ici, système, IAM Office Application, et en bas, des informations sur les 10 meilleurs processus et sites web que mon utilisateur visite le plus. Sur la base de toutes ces informations, sur la base de son temps actif et sa productivité comptera également le pourcentage d'efficacité. Comme vous pouvez le voir, mon utilisateur a un pourcentage d'efficacité. C'est parce qu'il a un très petit temps actif. Tous ces paramètres de productivité peuvent être modifiés. Et il est possible de spécifier ce qui est productif pour nos utilisateurs, ce qui est productif pour différents groupes et utilisateurs. Nous avons certainement des politiques prédéfinies, mais si nécessaire, cela peut être modifié. Ces rapports peuvent être, nous pouvons les vérifier ici en analyse web, nous pouvons les vérifier dans console, ou nous pouvons également les envoyer par email, en fonction de certains horaires. Ainsi, les rapports du contrôleur de programme fonctionnent avec ces informations, l'activité des utilisateurs et le type d'application et de site web que notre utilisateur visite. Nous avons d'autres rapports basés sur le matériel ou les logiciels, par exemple, qui nous permet de voir quelles applications sont installées en général sur la machine utilisateur. Comme ici, le même pour les appareils qui sont également connectés à la machine utilisateur. Si nécessaire, nous pouvons également construire des rapports en fonction des incidents, par exemple, le nombre d'incidents par date. Permettez-moi de passer à une autre période, par exemple, l'année en cours. Nous serons donc en mesure de voir un tel graphique où nous avons le montant des incidents. Et si nécessaire, nous pouvons y aller et vérifier quel type de politique de sécurité y a été trouvé, quelles politiques de sécurité y ont été trouvées, quels sont les critères, quels sont les utilisateurs qui ont été trouvés dans cette politique. Les rapports peuvent donc être basés sur des incidents que nous avons trouvés dans d'autres centres en fonction de nos politiques de sécurité, soit ils peuvent être un résumé de toute interception que nous avons. C'est comment nous travaillons habituellement avec la solution de moniteur à risque ou la solution DLP. Discutons maintenant de DCAP ou fil auditeur. Pour travailler avec cette solution, nous utilisons exactement la même console et exactement le même principe ou similaire. Nous commençons donc généralement par le contrôleur de points et comme nous l'avons mentionné, nous installons l'auditeur de fichiers en utilisant le même agent. Ces deux modules sont donc en charge de la solution d'auditeur de fichiers. Nous avons juste besoin de les activer sur notre agent. La solution DCAP est principalement utilisée pour la classification des fichiers. Il nous permet de classer les documents sur les ordinateurs utilisateurs sur les serveurs de fichiers ou sur d'autres objets. Il nous montrera également des droits d'accès aux fichiers et nous pouvons définir certains blocages d'utilisation, nos documents classifiés dans une application. Le module d'auditeur de fichiers fera donc tout cela. Et il est également possible de vérifier les opérations de fichiers, comment nos utilisateurs ouvrent les fichiers, les modifier, les copier, supprimer et ainsi de suite. Le contrôleur de fichiers est donc en charge de ces informations. Lorsque nous installons ces deux modules,
car l'essentiel pour nous est de classer les documents, nous devons spécifier des règles de classification ou certaines conditions en fonction de laquelle nous ferons notre système. Nous ferons la classification. Nous avons donc des paramètres distincts ici, une classification automatique des données, et nous pouvons ajouter une nouvelle règle. Habituellement, nous créons par modèle. Ici, nous avons une liste assez large de règles différentes règles que nous pouvons utiliser comme exemple. Habituellement, lorsque nous parlons de règles, allons au numéro de téléphone, par exemple. Nous spécifions soit des dossiers ou des extensions de fichiers comme celle-ci. Et puis une condition dans ces fichiers. Cela peut être une expression régulière, comme nous l'avons déjà vu dans le blocage des règles ou dans les capacités analytiques dans un autre centre. Ou il peut s'agir de mots-clés du document. Par texte, contenu similaire, dictionnaire, ce sont tous des mots-clés du document. Et certains attributs des fichiers peuvent également être utilisés comme raison de classification. Nous marquons donc généralement certains fichiers par ces conditions. De plus, le hachage de fichiers peut être une raison de la classification ou de l'application à partir de laquelle nous téléchargeons ou exportons ce fichier. De plus, cela peut être une raison de la classification. Nous pouvons créer autant de règles que nous avons besoin et commencer le système de classification. Nous vérifierons chaque fichier sur la machine utilisateur et mettrons cette règle de classification automatique si le document est en condition. En conséquence, nous pouvons vérifier les informations dans la console analytique. Ici, nous avons un onglet séparé et nous avons nos objets. Documents qui sont avec des agents ou que nous ajoutons pour cette classification. Nous en parlerons plus tard. Nous pouvons donc vérifier nos ordinateurs. Nous pouvons voir les fichiers et les dossiers qui sont là et vérifier les droits d'accès si nécessaire. Mais surtout, nous travaillons avec la classification des données automatiques afin que nous puissions choisir toutes nos balises et rechercher. Voici donc des documents d'ordinateur où nous avons trouvé des documents sous la règle. Allons à l'ordinateur. Nous pouvons voir tous nos fichiers avec leurs étiquettes. Nous pouvons également rechercher avec celui-ci avec la marque. Nous pouvons donc toujours voir les droits d'accès si nécessaire à ce fichier et nous pouvons également lire le document. Il s'agit d'une copie d'ombre qui a été faite simplement parce que je le spécifie dans notre politique. Encore une fois, vous choisissez par avez-vous besoin d'une copie fantôme du document ou non. Pour faire, nous pouvons restaurer le document à tout moment si nos utilisateurs les suppriment. Alors ici, je peux voir le document. Je peux également voir les attributs du document. Je peux voir du texte avec des faits saillants des informations trouvées en fonction de notre règle automatique. Nous pouvons donc vérifier les doublons de notre document et supprimer si nous avons exactement le même document dans tout autre stockage. Ici, comme vous pouvez le voir, nous recherchons, c'est pourquoi nous pouvons dire que ce sont exactement les mêmes documents. Et je peux demander à l'utilisateur de supprimer l'une des copies ou de le supprimer par moi-même. Nous pouvons également vérifier les opérations de fichiers. Alors que les opérations sont disponibles pour nous ici. Ainsi, les données de fonctionnement et le temps, l'utilisateur, l'ordinateur, le fichier lui-même et le type d'opération et le processus où cette opération a été effectuée. Je peux donc voir ici que ce document a été lu dans Chrome. Cela signifie que quelqu'un ou non quelqu'un comme cet utilisateur l'envoie via un site web ou que la lecture comme dans l'intérieur signifie que cela signifie que ce document a été ouvert.
Nous aurons rajouté une opération ici copie. Toutes les opérations seront là. Dans mon cas, l'accès est refusé. Dans mon cas, l'accès est principalement refusé. En effet, nous avons des règles de blocage déjà activées sur ces classifications automatiques. Nous pouvons donc aller dans l'option de blocage de classification par fichier et le voir. Voici notre bloc de facture. Donc, généralement, lorsque nous parlons de blocage, nous spécifions en fonction de l'étiquette que nous bloquerons. Il peut être automatique ou manuel. Nous en parlerons plus tard. Et puis nous choisissons dans quelle application ce document sera bloqué. Cela peut être nous pouvons choisir dans la liste des systèmes. Par exemple, je peux nier l'envoi de ce fichier dans le navigateur. De cette façon, peu importe le site web que ce sera, juste au niveau du navigateur, ce document sera refusé et notre utilisateur ne pourra l'envoyer à aucun site web. Ou nous pouvons aller plus loin, comme dans mon cas, et ajouter une application personnalisée. Par exemple, nous niaisons ici avec l'astérisque. Cela signifie que nous refusons toutes les applications. Nos utilisateurs ne pourront donc pas ouvrir ce fichier, lisez-le. Il ne pourra pas le copier du dossier en dossier ou sur aucune application de cette liste et d'autres. Il s'agit donc d'un blocage commun pour toutes les activités avec le fichier, sauf la suppression. Et nous avons permis à la règle qui permette à nos utilisateurs d'ouvrir ces documents avec l'étiquette de facture dans une petite liste d'applications. Ceci permet aux actions pour l'instant appliquées à tous les utilisateurs. Mais je peux dire et spécifier ici uniquement la liste des utilisateurs qui sont autorisés à travailler avec cette étiquette de classification. Nous pouvons appliquer des règles de blocage non seulement ici, mais dans nos autres modules basés sur la classification automatique ou en fonction de la classification manuelle également. La classification manuelle est un outil qui permet à nos utilisateurs de mettre ces balises de classification par eux-mêmes. Donc, si dans une application comme dans les applications de bureau ou via Fichier Explorer, ils pourront mettre l'une de ces étiquettes de classification. Vous pouvez modifier ces noms ou ajouter de nouvelles étiquettes si vous en avez besoin. Il est possible d'afficher l'entête, le pied de page ou le filigrane sur le document si nécessaire. Ou il est également possible de définir des droits d'accès à ces étiquettes manuelles. Si nécessaire, je peux dire qu'il est possible pour mes utilisateurs de définir ou de mettre cette étiquette de classification, mais il n'est pas possible pour eux de supprimer ou de supprimer l'étiquette ou de réduire le niveau d'étiquette. Et il est également possible de forcer nos utilisateurs à mettre l'étiquette de classification. Par exemple, envoyez-leur des notifications lorsqu'ils enregistrent le document qu'ils ont oublié l'étiquette ou mettent automatiquement certaines étiquettes. Donc, comme ils le disent, nous pouvons vérifier ces étiquettes manuelles de la même manière que nous le faisons avec une recherche automatique en utilisant la recherche ou juste ici dans la liste. Et nous pouvons également bloquer l'utilisation de ces étiquettes de classification manuelle. Ici, je voudrais mentionner que l'option de classification des données manuelles et les options de blocage ne sont disponibles que si nous utilisons l'agent. Agent nous pouvons installer sur les machines utilisateurs ou sur des serveurs de fichiers, par exemple. Mais ici, nous pouvons voir que nous faisons une classification basée non seulement sur le serveur de fichiers ou la machine utilisateur, mais aussi sur le serveur de messagerie. Il est possible d'appliquer la classification des données automatiques à d'autres objets. Pour le faire, nous n'utilisons pas d'agent, mais nous pouvons le faire via le réseau local. Ici, nous pouvons ajouter un objet tel que le système de fichiers, le serveur de messagerie ou Microsoft 365 OneDrive peut également être classé sans agent installé.
Et nous y appliquerons également les mêmes règles de classification des données automatiques. C'est probablement que je voudrais vous montrer aujourd'hui en fonction de nos solutions. Habituellement, pendant le POC, nous avons des formations plus détaillées. Merci pour votre attention.